Il est 19h30 à Pointe-Noire. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé sur MCR TV. On se retrouve dans une poignée de secondes pour l'essentiel de l'actualité. Et ouvrons tout de suite cette édition par cette actualité dans le registre de l'administration du territoire. La cérémonie de passation de service de l'administrateur maire sortant du 4e arrondissement Luandili, Jean-Toussaint Max Luemba, et l'administrateur maire entrant Yolande Bati-Landou s'est déroulée ce mardi au siège du 10 arrondissement. Le point de cette cérémonie dans ce reportage de Guy-Serge Demouanza et Hippo Malonda. Le siège du 4e arrondissement de Pointe-Noire, Luandili, a été mardi 3 juin, en fin de matinée, le théâtre de la passation de service entre le maire sortant, Jean-Toussaint Max Luemba, et le maire entrant, Yolande Bati-Landou. L'événement était supervisé par Sylvestre Limpois, le nouveau secrétaire général du département de Pointe-Noire, en présence des administrateurs maires d'autres arrondissements de la ville. Faisant la présentation de sa circonscription administrative, Jean-Toussaint Max Luemba s'est exprimé en ces termes. Le 4e arrondissement qui vous accueille est l'ancienne capitale du royaume de Luangu, établie comme telle par le clan de la dynastie de Bouvanji. Sous sa forme actuelle, Luandili, qui a l'honneur de vous recevoir en ce moment, a une superficie de 36 738 km², une population de 223 102 habitants. Quant au nouvel administrateur maire, l'occasion était aussi tout indiquée pour exprimer sa reconnaissance à la République. À la tête de cet arrondissement, aussi ouvert à la diversité nationale, cela interpelle mon sens de la responsabilité et du devoir, de l'écoute. C'est ainsi l'occasion de rendre un hommage les plus vibrants à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, et à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, ainsi qu'au ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Raymond Zéphirin Mboulou. Le patron de la cérémonie, Sylvestre Limpois, qu'assistait la secrétaire générale de la commune de Pointe-Noire, a rappelé quelques consignes pour une meilleure administration de proximité. Mais vous avez aussi une tutelle préfectorale. Et à ce titre, vous allez évoluer sous l'autorité de M. le préfet du département de Pointe-Noire. Et cette double tutelle vous oblige à rendre compte à la fois à M. le préfet du département de Pointe-Noire et au maire de la ville de Pointe-Noire. En rappel, Yolande Bati-Landou a été nommée nouvelle administrateur maire de l'arrondissement numéro 4 Luandili en remplacement de Jean-Toussaint Max Luemba au terme du décret numéro 2025-185 du 21 mai 2025 portant nomination des administrateurs maires d'arrondissement en République du Congo. Et puis toute autre chose dans cette édition, la série de formations initiée par CEFI et la délégation de l'Union européenne au Congo se poursuit à Pointe-Noire. Les journalistes retenus pour la 3e vague planchent sur le thème journalisme en contexte sensible. Les détails dans ce reportage. Un panel de journalistes pontonégrins issus des médias privés a commencé lundi 2 juin la formation sur le thème journalisme en contexte sensible. Cette activité se déroule dans un hôtel de la ville et ce jusqu'au 6 juin.
Il s'agit là de la troisième vague qui participe à cette série de formations initiée par l'Agence française de développement des médias, CFI, en association avec la délégation de l'Union européenne en République du Congo. Lassina Nyangali, formateur, précise l'objet de ce thème pour les journalistes congolais. Cet atelier porte sur le journalisme en contexte sensible. C'est une initiative portée par l'Agence française de développement média avec l'appui de l'Union européenne. L'intérêt de former les journalistes sur cette thématique, c'est de pouvoir les outiller pour les préparer pour qu'ils puissent traiter convenablement les informations en période électorale, en période de crise. Quand on parle de crise, ça peut être crise sécuritaire, ça peut être crise sanitaire. Alors, ce sont des moments où le traitement de l'information devient assez complexe. Dans le journalisme classique, nous ne sommes pas suffisamment préparés à faire face à ces situations. Donc, voilà tout l'intérêt de cette session. Par la même occasion, ce dernier a bien voulu contextualiser en apportant des éléments de réponse sur la couverture médiatique de la présidentielle de 2026 au Congo. En 2026, le Congo se prépare à organiser des élections. Et qui dit élection, c'est des périodes où la situation peut être parfois tendue et les journalistes et les médias ont un grand rôle à jouer pour l'apaisement du climat et à travers la diffusion et le traitement d'informations de qualité. Donc c'est tout l'intérêt de cet atelier. On rappelle, les deux premières cohortes ont travaillé respectivement sur les fondamentaux du journalisme et la vérification d'informations en ligne. Et parlant éducation, avant un examen, un candidat devrait se préparer normalement et physiquement. Cela inclut une bonne gestion du stress, une alimentation équilibrée, des exercices de relaxation et un sommeil suffisant. Des éléments expliqués ici dans ce reportage de Saint-Cyr Modeste Mafuta Paris et Rossi Makaya. Gérer son temps efficacement à l'orée d'un examen est nécessaire pour maximiser ses performances et réduire le stress. De la planification préalable à la gestion des pauses en passant par la priorisation des tâches est plus qu'important. Tel que l'ont souligné ces candidats aux différents examens d'État. Travailler à la dernière minute n'est pas vraiment valable et n'est pas vraiment approprié. Tu auras à perdre plusieurs trucs encore, tu n'auras plus à retenir plusieurs choses que tu voulais retenir. Tandis que le premier jour, tu as plusieurs notions que tu pourrais déployer et qui pourraient t'emmener en fait. Déjà, mon état d'esprit est positif. J'ai déjà appris, j'ai déjà connu mes leçons. Donc là, je fais juste le remarketing. Je fais juste voir ce que j'ai déjà appris et voir là où je n'ai pas compris pour essayer de voir si je peux combler le trou de ce que je ne connais pas. La gestion du temps qui reste est donc essentielle à développer pour réussir. L'idéal est de se servir de la totalité du temps pour faire des choses du mieux possible. Selon moi, selon ma compréhension, je trouve que non. Parce que tu ne peux pas retenir ce que tu as eu à faire de premier jusqu'à la dernière année. Le dernier moment, c'est juste un moment de réviser, de se relaxer et d'attendre juste le jour en fait. Beaucoup de lire, ça ne va pas tout capter en même temps. Mais ce que tu connais, tu peux déjà appliquer. C'est juste s'entraîner sur ce que tu connais déjà et essayer d'ajouter un peu. Travailler en groupe n'est pas vraiment la bonne solution à ça. Individuellement, tu peux plus apprendre qu'en groupe. Parce qu'en groupe, il y a un peu du désordre et tout. Donc individuellement, tu peux savoir tes difficultés à toi-même. Mais en groupe, je ne suis pas sûr. Pour une meilleure gestion du temps restant, en vue d'affronter son examen, il est essentiel de bien s'organiser. Et puis toujours dans ce registre de l'éducation, c'est à travers la note numéro 0641 du 20 novembre 2024 que le département de l'enseignement technique et professionnel fixé à les dates des examens d'État au titre de l'année scolaire 2024-2025. Qu'en est-il au niveau de l'enseignement professionnel? Les détails dans ce reportage. L'année scolaire se termine traditionnellement au mois de juin, juillet, août pour les examens d'État, tout en sachant que ces évaluations varient selon le secteur éducatif. Le calendrier est fixé annuellement par les autorités compétentes. Le cas de l'enseignement professionnel
où le chef de service examen et concours, Jean-Aimé Saumon, dévoile les statistiques et le calendrier. Le bac aura lieu le 11 juin jusqu'au 16 juin. S'en suivra automatiquement les épreuves pratiques qui commenceront du 17 juin au 21 juin 2025. Après donc le bac professionnel, nous passerons donc au BET, brevet d'études techniques, mais ça c'est au niveau de l'enseignement professionnel, donc au niveau agricole. Et à ce niveau, nous avons un total de 30 candidats au niveau de l'EPM de Ngoyo et nous avons 12 candidats au niveau des candidats libres. Donc au total, nous avons un effectif de 42 candidats en ce qui concerne le BET professionnel. Le DEX, qui est donc le diplôme d'études et carrières de la santé. Donc les épreuves écrites auront lieu du 8 juillet au 12 juillet 2025. Et après s'en suivra les soutenances et les épreuves pratiques. Le respect des règles d'organisation des examens est crucial pour assurer la validité des résultats et la transparence du processus a renchéri ce dernier. Puisque les épreuves d'EPS d'éducation physique se sont passées sans problème et nous avons donc reçu les dernières réclamations des enfants, parce que c'est même ce matin que j'ai reçu les derniers qui ont été réhabilités après qu'on ait constaté qu'il y avait des faux diplômes et lorsqu'ils ont apporté les justificatifs, tout le monde a été rétabli dans leurs droits et ces candidats sont donc prêts à affronter les épreuves des examens de fin d'année en ce qui concerne chacun sa filière. Donc je peux dire, sans risque de me tromper, qu'à ce jour d'aujourd'hui, tout est fin prêt pour que ces enfants viennent concourir sans problème. En ce qui concerne l'enseignement professionnel, les candidats d'enseignement professionnel sont disséminés dans 19 centres, dans les 30 centres qui existent en Pointe-Noire. En définitive, ces évaluations de fin d'année sont déterminantes pour le niveau de réussite des élèves, mais aussi de leurs établissements scolaires. Et puis la saison sèche, une saison propice pour la relance des activités agricoles pour les producteurs des différentes ceintures maraîchères de la place. Notre équipe a fait le constat en Vouvou dans le 2e arrondissement de Pointe-Noire. Suivez. Après une période de baisse de leur productivité liée à la pluviométrie, les maraîchers des ceintures agricoles peuvent maintenant sourire avec l'avènement de la saison sèche, une période jugée favorable à leur culture. Ceux de Mvumvu s'activent autour de leur plantation. La relance est là. Mais oui, puisque les temps ne sont pas tellement trop chauds comme dans la saison des pluies. Là, il fait frais, tel que là, depuis la matinée, il n'y a pas de pluie. Donc, en fait, c'est ce que les légumes aiment. En tout cas, si ça continue comme ça, il faut avoir l'espoir. En dépit de la présence de quelques insectes et autres crabes qui souvent nuisent à leur culture, ces maraîchers gardent la tête haute et s'attendent à une production abondante en vue d'une bonne récolte. Pour nous, il y aura un peu de rentabilité. Parce que quand il fait trop chaud, il n'y a pas de rentabilité. Surtout aussi l'arrivée des brouillards. Les brouillards sont très importants pour nous parce que ça nous favorise en fait la bonne croissance des produits. Sur quelques sillons, certains légumes verts ayant déjà pris de la hauteur vont inonder les marchés d'ici à quelques jours pour le grand bonheur des consommateurs. Et poursuivons ce journal pour dire que la journée mondiale pour un tourisme responsable et respectueux a été célébrée hier lundi 2 juin 2025. Le tourisme étant un vecteur de croissance économique et de développement durable. Quel est alors l'intérêt de la célébration de cette journée? Les éléments de réponse dans cette analyse. Face aux défis environnementaux de plus en plus pressants, passer d'un tourisme classique à un tourisme responsable est un enjeu d'un atout majeur pour l'humanité en proie à des catastrophes naturelles. Aussi, la Journée mondiale pour un tourisme responsable et respectueux sensibilise-t-elle aux impacts du tourisme de masse sur l'environnement et les populations locales, encourageant ainsi les voyages éthiques et durables. Il s'agit ici d'un tourisme tenant compte des impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, c'est-à-dire respectueux de la préservation de la biodiversité. En République du Congo, où la diversification de l'économie fait partie des chevaux de bataille du gouvernement, ce genre de tourisme est important en ceci qu'il peut avoir des retombées financières directes pour les communautés locales, favoriser l'investissement dans les infrastructures performantes et développer un modèle économique viable sur le long terme.
Notons qu'en tant qu'activité économique majeure, le tourisme représente 12% du produit intérieur brut mondial et 8% de l'emploi selon les données. Cette année, la journée mondiale pour un tourisme responsable et respectueux est célébrée sous le thème « L'eau, un bien commun à préserver ». Un thème qui met l'accent sur un tourisme respectueux de l'eau et des écosystèmes. Comme qui dirait, pas de tourisme sans fleuve, sans rivière et donc sans eau. Et parlons formation professionnelle, inciter les jeunes élèves du secondaire à apprendre les métiers de service liés à l'hôtellerie et à la coupe-couture. C'est ce qui a valu la journée Portes ouvertes initiée par le centre professionnel Madre Morano, situé à Mpaka 120. Les notes de reportage de Jérémy Bakwa. Plusieurs élèves des écoles de la ville, invités pour la circonstance, ont participé à cet événement qui a permis aux jeunes filles et garçons de toucher du doigt les différents métiers de service liés à l'hôtellerie et à la coupe-couture que propose le centre professionnel Madre Morano, centre situé à Mpaka 120. L'objectif de notre journée porte ouverte, c'était que les jeunes découvrent les métiers. Parce que c'est bien aussi de savoir qu'il y a plusieurs métiers que nous pouvons exercer après nos études. Le plus important pour nous, ce n'est pas d'étudier, c'est aussi et surtout s'insérer dans le monde du travail. Ces élèves ont visité des ateliers notamment en coupe-couture, hébergement, restaurant et bar, cuisine et pâtisserie, enfin coiffure et esthétique. Ces élèves sont sortis satisfaits de cette découverte. Parce que je trouve que la pâtisserie est une activité vraiment sérieuse, c'est amusant puisqu'il y a plein de choses à faire. Il y a des décorations, des formes rigolotes. Parce que moi j'ai apprécié la pâtisserie depuis toute petite. J'ai vraiment aimé. Parce que la cuisine, on nous apprend à faire certaines choses telles que la sauce vinaigrette. On nous a appris qu'il faut mélanger le sel, le vinaigre, plusieurs choses. Et ce qui va nous aider, peut-être quand on va grandir, à savoir faire la cuisine, savoir faire la sauce vinaigrette, faire la salade, comment faire la décoration sur les assiettes et tout. Pour le chargé du projet à l'IECD, l'appui du projet Relief a permis d'insérer l'année écoulée 76% de jeunes sortis de ce centre. Cette journée s'inscrit dans le cadre d'un projet que nous avons avec le centre, le projet Relief, qui vise donc à renforcer l'insertion par l'emploi et l'entrepreneuriat des femmes. Donc c'est dans le cadre de cette journée que cette activité s'est tenue. Les responsables bureau d'orientation pour l'emploi au centre Madre Morano et le directeur départemental de l'enseignement professionnel à Pointe-Noire lancent un appel aux parents et aux jeunes de saisir ces opportunités pour faire le choix du futur. Je lance l'invite auprès des parents qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin d'apprendre les métiers pour qu'ils puissent être autonomes. Sinon, on se retrouve avec les mêmes jeunes qui traînent dans la rue et qui n'ont rien à faire, qui vivent dans l'oisiveté. Et aux jeunes eux-mêmes, prenez votre destin en main. Que les parents incitent les enfants à apprendre des métiers et à chercher là où ils peuvent s'auto-prendre en charge. Et aussi aux jeunes. Le gouvernement nous a dit c'est l'année de la jeunesse. Signalons que c'est la deuxième édition organisée par ce centre professionnel, toujours en partenariat avec l'IECD et l'AFD. La première expérience date de 2024. Et puis, toute autre chose dans ce journal, le regard du citoyen sur son pays doit être éclairé et critique, tandis que sa responsabilité doit être active et engagée. Un citoyen éclairé connaît ses droits, mais aussi ses obligations. Plus de détails dans cet élément. L'adversité de la vie, accentuée par une crise économique dont l'ampleur est avérée, incite ces derniers temps à affirmer que le pays est mauvais, en d'autres termes, qu'il va mal, ce qui se traduit en langue congolaise par Boal Keimbi, Mboka Ezamabe et en langue vili, Boal Boadif. Ainsi, notre rédaction a emprunté une démarche sociologique sur fond de maïeutique socratique pour faire jaillir la vérité. Le mal provient du citoyen, parce que c'est le citoyen qui bâtit le village. C'est lui qui place en fait les maisons de la manière qu'il les conçoit. Et ce sont les principes du citoyen
qui organise le village. Donc le mal provient du citoyen. Dans chaque pays ou dans chaque village, après avoir bâti le pays ou le village, il y a des principes qui sont établis par l'homme, celui qui a conçu le village. Et si ces principes-là commencent à être bafoués, à être relégués au bas-fond, à ce moment-là, le pays va mal ou le village commence à prendre une ampleur qui n'est pas normale. C'est pour cela que nous voyons certains villages qui étaient habités. Il n'y a plus des habitants parce que le village a subi, disons, un dérapage. Le mal vient du citoyen. Quand il pense que le pays va mal, le pays ne peut jamais changer parce qu'au fur et à mesure, un pays va en âge et c'est juste les gens qui passent. Et quand je pense que les gens passent, c'est sans ce comportement incivique que nous ramenons dans le pays. Défaut de conception que de penser que le pays est à l'origine du mal ou de nos souffrances. En vérité, ce sont les citoyens qui n'ont pas la culture de l'intérêt commun. Les citoyens sans foi ni loi qui rendent la vie de la res publica difficile. Aussi, le suivi scolaire parental est un concept crucial pour la réussite scolaire des enfants. Il implique une dynamique des parents dans le parcours scolaire de leurs enfants allant au-delà du simple contrôle des devoirs vers le suivi des évaluations. Le reportage, je vous propose de suivre. Les parents ont un impact direct et le plus durable sur l'apprentissage des enfants et jouent un rôle clé dans le soutien de leur éducation. À l'exemple de ces parents qui prennent le temps nécessaire et cela participe à l'éducation de leurs enfants. Et ces derniers sont plus engagés dans leur travail scolaire, restent plus longtemps à l'école ou pendant les examens et obtiennent de meilleurs résultats d'apprentissage. Chacun de nous est appelé à acquitter de ses devoirs. Le devoir parental. En fait, quand nous mettons au monde un enfant, nous voulons qu'un jour l'enfant soit quelqu'un, qu'on pourra aussi compter sur lui. Maintenant, dans ce cas, si nous voulons que cela puisse réussir, nous sommes obligés d'accompagner les enfants jusqu'à ce que, et si les choses peuvent bien marcher, et qu'ils deviennent aussi un jour la personne que nous voulons. Je ne vais peut-être pas faire un jugement, chacun de nous est responsable de ses actes. Bon, d'autres parents, ils ont certainement les raisons qui font qu'ils abandonnent les enfants. Bon, moi, dans mon cas, c'est pas ça. Donc, je dois faire de mon mieux de les accompagner jusqu'à la réussite. Même si le rôle d'un parent dans l'éducation de ses enfants évolue au fur et à mesure que les enfants grandissent, il est important de se rappeler que les parents restent des modèles. Leur attitude vis-à-vis de leur éducation a à la fois inspiré les enfants et les responsabilisé au cours de leur propre parcours éducatif. Enfin en sport, les Égyptiens du FC Pyramide ont remporté dimanche dernier leur premier sacre continental, à savoir la Ligue des Champions CAF saison 2024-2025. Un sacre obtenu après la victoire en finale retour face aux Sud-Africains du Mamelodi. Images et commentaires. Auteur d'un nul à Pretoria en Afrique du Sud, l'équipe égyptienne de Pyramide FC a dominé le Mamelodi Sundowns en finale retour de la Ligue des Champions CAF. Les buts de Fiston Maele et d'Ahmed Sami ont suffi pour le vainqueur de la Coupe d'Égypte l'an dernier de l'emporter 2-1. Un premier sacre continental pour ce jeune club égyptien fondé en 2008, devenant ainsi la 4e équipe égyptienne à soulever cette coupe, après donc le Al Ahly, le Zamalek et Ismaili. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal télévisé du mardi 3 juin 2025. Merci à tous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. MCR TV, notre partenaire média.